Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. En manchette cette semaine à InfoTémis, débat des candidats au Théâtre du Rift, concours pour les organismes d'action communautaire autonome du Témiscamingue, sentier musical à découvrir à la Tulipe et victoire pour le début de la saison des Pirates de Ville-Marie. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle saison d'InfoTémis. Le 1er octobre prochain auront lieu les 42e élections générales provinciales, les premières à date fixe à se tenir au Québec. 7 candidats se disputent la place de député dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. En ordre alphabétique, Jérémy Bélanger pour la coalition Avenir Québec, la CAQ, Luc Blanchette pour le Parti libéral du Québec, Gilles Chapado pour le Parti québécois, Guillaume Lanouette pour le Parti conservateur du Québec, Émilise Lessard-Terrien pour Québec solidaire, Fernand Saint-Georges pour le Parti citoyen au pouvoir et Jessica Well pour le Parti vert du Québec. Dans les prochains jours, TV-Témis vous proposera une série d'entrevues portraits de candidats en compagnie de l'animatrice Annie Larivière. Nous vous invitons à en apprendre un petit peu plus sur les candidats qui ont pu prendre part à cette série d'entrevues. Ces entrevues vous seront donc présentées tout de suite après la présentation d'InfoTémis, à l'exception du soir du Télébingo. Visitez le site témis.tv ou encore notre page Facebook pour avoir l'horaire complet de diffusion. De plus, un consortium de médias du Témiscamingue composé de CKVM-FM, le journal Le Reflet, Le Citoyen et TV-Témis vous invite en grand nombre au débat des candidats dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Ce débat aura lieu le 18 septembre prochain à 19h au Théâtre du Rift. Il sera diffusé en direct à CKVM ainsi que sur la chaîne YouTube de TV-Témis, puis retransmis sur nos ondes dans les jours qui suivront. Afin de vous donner tous les détails, nous avons discuté avec le directeur général de CKVM, M. Louis Kirouac. En fait, c'est une reconduction finalement d'un regroupement des médias du Témiscamingue qui ont, aux dernières élections à la préfecture de la MRC Témiscamingue, finalement, on se sont regroupés pour être capables d'organiser un débat pour que les candidats puissent être présentés à la population. Alors, c'est le même principe qui est appliqué dans ce cas-là. Les médias se sont réunis pour être capables de dire, oui, on veut aussi faire un débat, organiser ça sur le territoire du Témiscamingue avec des questions qui sont en lien avec la réalité témiscamienne. C'est ça qui est important aussi. Donc, qu'on soit capable que les candidats se commettent sur des points qui sont importants pour les Témiscamiens. C'est sûr que le comté, c'est Rouyn-Noranda-Témiscamingue, on le sait très bien, sauf que la réalité témiscamienne, elle est autre. On a des points qui sont différents, donc il y a des choses qui sont différentes. Alors, c'était la volonté, finalement, du groupe de médias d'être capable de voir est-ce que ces candidats-là se présentent et donnent leur point de vue et leur vision sur des réalités qui sont très témiscamiennes. Quand vous parlez que c'est un regroupement des médias du Témiscamingue, un peu, pourquoi cette volonté-là de travailler ensemble? Bien, on est dans un petit territoire, on se le dit, une petite population. Je pense que les médias ont tout intérêt à travailler ensemble sur un paquet. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs, il y a plein de choses qu'on a intérêt à travailler ensemble. Premièrement, on a des auditoires qui sont diversifiés. Par contre, le bassin de population, qui est le propre de notre auditoire, est le même. On travaille avec les mêmes. Donc, nos auditoires, qu'ils soient avec la télé, qu'ils soient avec le journal, qu'ils soient avec la radio, c'est un auditoire, je pense, qui est varié aussi et qu'on est capable justement de se mettre ensemble pour faire en sorte que l'ensemble de nos clientèles soit le mieux informé possible. Alors, l'occasion du débat va faire en sorte que le débat, il va être télédiffusé, il va être radiodiffusé,
Et aussi, le lendemain, on va avoir une analyse de ce débat-là sur des ondes et il va aussi être traité d'une façon avec le journal. Alors, tout ça, je pense que ça va faire en sorte que les Témiscamiens vont être très bien informés par rapport aux enjeux puis les principaux engagements que ces candidats-là vont prendre vis-à-vis le Témiscamingue. Et d'ailleurs, c'est enregistré devant public. Donc, pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur où, quand et comment? Alors oui, effectivement, ça se passe au Théâtre du Riff le 18 septembre, le mardi 18 septembre. Ça débute à 19 h. Donc, les gens sont invités à arriver avant parce qu'on arrive, on radiodiffuse, alors à 19 h, on commence, ça c'est sûr. Et justement, on va tenir un temps. Ça va durer 2 heures. Il se peut que ce soit un petit peu étiré, on verra comment est-ce que les choses vont se dérouler, sauf que c'est un débat, donc ça nous permet cette latitude-là. Et par contre, on veut que ce soit dans un délai pas trop long. Donc 2 heures, on considère que c'est suffisant pour être capable de bien connaître. Donc il va falloir que ça opère rondement, je te dirais. Et comme vous l'avez mentionné, il y aura un deuxième volet à cette collaboration-là entre les médias le lendemain du débat. Pouvez-vous me parler un peu de ce concept-là qui aura lieu à la radio? Alors, nous, on a envie de diffuser une analyse de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait. Sur différents aspects. Il y a quelqu'un qui va être en charge de plus voir un peu quel est le fond. Quels sont les engagements? Est-ce qu'il y a les plateformes, il y a une façon, les plateformes électorales de différents partis, est-ce qu'il y a une façon de les adapter localement? De quelle façon on peut le faire? Alors, quelqu'un qui va s'occuper du fond. Il y a des gens qui vont s'occuper de la forme, parce que souvent, en débat, on voit des gens, ça parle, de l'interaction. Des fois, j'aime pas le mot confrontation, mais on va débattre, effectivement. Alors, les gens vont débattre, donc on va voir aussi les personnages, les personnes, les humains derrière ces candidats-là, c'est qui? Et aussi, voir la réaction du public. Donc, les gens vont être capables de parler de ça. Les gens vont réagir de quelle façon? Et il va y avoir des questions qui vont venir du public aussi, ce qui fait qu'on va avoir, je pense, le pouls de l'ensemble de ce qui s'est passé lors de cette soirée-là. On va faire une analyse le lendemain pour que les gens puissent donner leur opinion par rapport à tout ça. Et évidemment, les gens vont être capables aussi de se manifester via les médias sociaux. Il va y avoir un événement Facebook qui va être créé. Donc, pendant le débat, on peut réagir en l'écoutant chez nous ou en se déplaçant ou peu importe comment. Alors, on va être capable de réagir via les médias sociaux. Et le lendemain, on va être capable de traiter ça justement en ondes. Comment les gens ont réagi, comment les gens entendent tout ce qui se passe. Et à ce moment-là, ça va être extrêmement intéressant. Je pense qu'on va faire un beau 360 finalement de tout ce projet-là. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Les 25 organismes d'action communautaire autonome du Témiscamingue veulent se faire connaître davantage auprès de la population. Ils ont lancé la semaine dernière à Ville-Marie une vaste campagne de promotion. Tel que décrit par la journaliste Tania Neveu dans un article sur iciradiocanada.ca, un concours intitulé « L'ACA, c'est moi » est organisé auprès de la population du Témiscamingue, mettant en jeu 6 000 $ en prix. Pour participer, les gens sont invités à prendre des égo-portraits devant les organismes communautaires situés sur le territoire de la MRC. Aussi, dans le cadre de cette campagne, 2500 autocollants de type post-it seront distribués dans les entreprises et une vidéo promotionnelle sera diffusée au Théâtre du Rift avant les différentes projections. Du même coup, les organismes étaient invités à un brunch avant le lancement officiel du concours. TV Témis était sur place et nous en avons profité pour discuter avec la coordonnatrice de la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, Mme Jacinthe Marcoux. Il y a 4-5 ans, on avait fait un déjeuner des intervenants sous une formule un petit peu plus organisée, disons. Là. Mais la participation avait été excellente et les intervenants du réseau public, santé, éducation, emploi, et ceux du communautaire le redemandaient, ça faisait quand même un bon bout. Là, la CDC, il y a eu plein de chavirements dans les dernières années. On est devenu une CDC, il y a eu beaucoup de bouleversements, donc c'était difficile de refaire ce déjeuner-là. Puis dans le réseau public, Dieu seul sait qu'il y a eu beaucoup de changements. Donc on attendait un peu que la poussière redescende. Donc, on trouvait que là, le déjeuner des intervenants, c'était un bon moment pour recréer des liens avec tous les nouveaux qu'il y a. Et à la rentrée, en septembre, parce qu'après la fête du travail, il y a beaucoup d'organisations qui reprennent leur activité. Donc, on trouvait que c'était un bon moment pour que, tout de suite en partant, on crée des liens puis qu'on s'habitue à téléphoner puis au moins qu'on sache à qui on parle. La réception était excellente. J'avais mis en branle une 50aine de places et j'ai eu 58 personnes. Donc, ça a été vraiment un heureux problème et on a accueilli les 58, là, vraiment. Ça a été vraiment super. Moitié-moitié, là, autant des intervenants du réseau public que du communautaire. Donc, très, très bel accueil.
Écoute, pour la semaine de l'Action communautaire autonome, qui se déroule dans la semaine du 23 octobre, on fait le lancement aujourd'hui d'un concours qui a 6 000 $ en prix à gagner. Donc, c'est un peu une course aux organismes communautaires que les participants et participantes vont devoir faire. Ils vont devoir aller se prendre en photo devant l'affiche du groupe communautaire qui va être à leur édifice et nous soumettre ces photos-là. Donc, tout dépendant le nombre de photos que les gens vont avoir pris, bien, ils vont avoir accès à certains prix, soit 500, 1 500 ou 3 000 $ et même une bourse d'études de Desjardins de 1 000 $. L'objectif du concours, c'est vraiment de démystifier les organismes communautaires, que les gens sachent où sont les groupes communautaires. Donc, ils vont devoir aller se prendre en photo devant. Donc, c'est évident que les gens vont savoir où ils sont. Puis, un peu faire circuler de l'information avec nos petits post-it qu'on va distribuer partout. Saviez-vous que tel organisme communautaire fait ça ou fait telle autre chose? Puis, on a demandé vraiment au groupe d'inscrire des choses que les gens connaissent peu ou pas. Donc, je pense que ça va aider à faire rayonner le mouvement communautaire. Le 19 juin dernier, La Voix des parents a inauguré le sentier musical Famila à la Tulipe et Gaboury. Ce sentier d'une longueur d'environ 500 mètres propose plusieurs stations d'arrêt auxquelles on peut s'adonner sur des instruments de musique. La particularité de ces instruments est qu'ils ont été entièrement confectionnés à la maison par des parents bénévoles. Le sentier Famila se trouve plus précisément dans le secteur Pointe-aux-Roches de la municipalité de la Tulipe et Gaboury. Nous vous invitons à le visiter en famille pendant les belles journées d'automne. TV-Témis était sur place lors de l'inauguration et voici ce qu'on a préparé pour vous. Bien, en fait, c'est un projet qui a été parti par la Voix des parents. Les parents du secteur Est, on s'est réunis pendant 2 ans pour mettre sur pied ce projet-là. On s'était dit pourquoi faire différent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire différent, en fait. Puis on avait l'idée d'amener de la culture un peu à nos enfants dans le secteur Est. Puis on s'est dit, bien, pourquoi pas implanter des instruments de musique dans la forêt. On est tout près de la forêt, donc c'est un peu comme ça que notre idée folle est partie. Fait qu'on s'est mis à regarder sur Internet là, tous les types d'instruments de musique qu'on pourrait faire en plein air. On avait regardé aussi pour en acheter des déjà tout faits, mais tout ce qu'on voyait, c'était en Europe, fait que c'était pas nécessairement possible. Fait qu'on s'est dit, bon, on va les construire. Fait qu'on a été chercher des partenaires à gauche puis à droite pour nous aider dans notre projet qui était vraiment d'ampleur, je pense, là. Fait que, ouais, c'est de même que l'idée saugrenue est arrivée dans nos têtes. C'est qui l'ingénieux qui a fait ça? Il y a 1 an, un petit peu plus qu'1 an, pas l'hiver qui vient de passer, l'autre, ils m'ont approché avec un projet de sentier musical qu'eux autres ils avaient trouvé dans leur recherche, puis un projet papier. Puis ils voulaient que ce soit moi qui le fasse, parce que j'ai de l'expérience en construction de sentiers, tout ça. Fait qu'on a jasé, on a mis ça au clair, qu'est-ce qui était possible, l'idée, puis tout ça. Moi, j'adorais le concept, là, c'est trippant au bout, là. La Voix des parents, dans le fond, c'est le comité qui nous a permis de faire ça. C'est un comité de parents qui se réunissent. On recrute des parents dans chacun des secteurs. Il y a un secteur dans le secteur centre, secteur nord, secteur est. On est toujours à la recherche de parents qui veulent s'impliquer, d'ailleurs. Puis notre but, c'est en tout cas dans l'Est, c'était vraiment notre mandat, c'est de faire des projets qui vont rester à la communauté, qui vont pouvoir perdurer dans le temps, tu sais. Puis c'est ça qu'on visait, en tout cas, là, dans notre groupe à nous. Suite à ça, bien, j'ai commencé de zéro, là. J'ai commencé par marcher la forêt, essayer de me trouver une ligne directrice à suivre, par où passer, toujours question, et tout en arrière-plan, que c'est un sentier musical pour les enfants, que ce soit sécuritaire, tu sais, il y a plein de trous, il y a plein d'affaires partout. Fait que j'ai vraiment commencé par délimiter mon sentier, travailler le sentier tranquillement pas vite pour le faire ressortir de la forêt doucement. Puis à partir de là, j'alternais entre la construction de sentiers, si tu veux, puis aller construire des instruments musicaux de fortune. Puis tranquillement, pas vite, mais là, la nature, elle m'a indiqué là, qu'est-ce qu'elle voulait où, là, avec ses sons, avec ses emplacements, parce que c'est le fun, une sonorité dans du petit noisetier serré, c'est pas pareil que dans du tremble, avec des conifères autour. Fait que tranquillement, pas vite, ça s'est créé comme ça. Il y avait une ligne de base qui était un sentier musical, mais il y avait absolument rien de vraiment plané. Fait que moi, j'ai pris ce qu'il y avait comme idée eux autres, puis je l'ai mis à mon image. En fait, il y a toutes sortes d'instruments de musique. Il y a aussi des carillons
qui sont installées, des cabanes à oiseaux pour attirer les oiseaux. Mais dans les instruments de musique, il y a des guitares, il y a des tambours, il y a des xylophones, il y a des bancs qui ont été construits, les bancs qui ont été construits par les élèves de l'école, des cabanes à oiseaux de Saint-Eugène, des élèves de Saint-Eugène qui nous ont prêté leur cabane à oiseaux. On a aussi un drum fait par la Maison des jeunes du Témiscamingue. Donc, on a plein de belles surprises là, qui vous attendent dans le sentier. Bien, je pense que ça répondait premièrement à un besoin de... Il n'y a pas ce type de sentier-là au Témiscamingue. Juste le fait de sortir en forêt. OK, il y a bien des pistes d'hébertisme puis tout ça. Ça, on les connaît toutes. Je pense qu'il fallait, surtout étant donné qu'on est à la Tulipe, c'est une certaine distance, il fallait quelque chose de wow, de kitsch, qui sort de l'ordinaire. Puis le sentier musical, mais c'est merveilleux. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça ailleurs, sinon très, très peu. Puis c'est pas proche d'ici. Ça l'emmène une autre approche envers la nature, qui est marcher dans la nature, puis faire de la musique, faire du bruit, faire ce qu'on veut, puis on s'en rend pas compte. Mais là, tout d'un coup, on est en contact avec tout ce qui est autour. On fait encore notre sentier, notre randonnée en forêt, sauf que là, c'est axé sur la musique. On voulait un lieu de rassemblement, un lieu qui nous permettait de bouger avec nos enfants. Mais tu sais, on a différents... moi, j'ai 3 enfants, ils ont des intérêts très, très variés. Pas nécessairement pareils d'un à l'autre. Puis là, ça permettait de jumeler différentes activités qu'on peut faire en même temps. Il y en a qui trippent plus à marcher dans le bois, puis il y en a d'autres, c'est manipuler des choses. Fait que ce sentier-là répond à une large gamme de besoins là, qu'on peut vivre avec nos enfants, là. Moi, j'ai joué de la guitare et du tambour. De la guitare, du tambour. Puis j'ai aimé ça trouver les petites cabanes à oiseaux. On a vu des cabanes à oiseaux. J'ai vu quelques petits oiseaux, puis j'ai vu des belles feuilles. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai entendu des corneilles. Puis, j'ai joué des instruments qui s'appellent guitare et tambour. Comme un tambourin. En fait, on le trouve à la Tulipe. C'est au bout du rang 10. Il faut passer en la Tulipe, on vire à gauche en avant de l'église. On va jusqu'au bout du rang, on revire à gauche. Puis là, on fait un L qui va nous monter jusqu'en haut de la Pointe-aux-Roches. En fait, la Pointe-aux-Roches, c'est un grand sentier pédestre de 10 km. Puis j'ai fait une petite annexe pour les enfants, direct quand même le sentier, direct dans le parking et tout, dans le stationnement. Fait que quand tu arrives en haut de la Pointe-aux-Roches, qui est la limite Moffett, la Tulipe, puis la Pointe-aux-Roches, elle, c'est une limite au niveau du lac des 15 aussi. Fait que c'est accessible par la Tulipe, par bateau aussi, mais il faut savoir où. Puis c'est vraiment un sentier qui est fait familial, donc c'est un sentier qui est de moins grande ampleur, qui est vraiment accessible pour les jeunes familles avec des jeunes enfants, là. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. La deuxième saison des Pirates de Ville-Marie a débuté avec une victoire contre les Titans de Témiscamingue. Ils l'ont remporté avec le compte de 7-4 la semaine dernière devant les partisans des Titans, mais aussi plusieurs partisans des Pirates qui avaient pris l'autobus organisé pour l'occasion. Le travail des Pirates de Ville-Marie a débuté il y a de cela quelques semaines déjà et TV-Témis a assisté au camp d'entraînement des Pirates pour cette saison. Nous en avons profité pour discuter avec l'entraîneur afin de savoir, entre autres, comment il voyait cette deuxième saison. Alain Mercier, entraîneur-chef des Pirates, comment tu vois cette deuxième saison? L'an passé, vous avez causé une certaine surprise, mais cette saison, les autres équipes vont vous attendre de pied ferme. Bien, cette saison, écoute, l'année passée, j'étais arrivé, comme vous le savez, j'étais arrivé un petit peu sur le tard. Ça prend quand même une dizaine de matchs avant de remettre ça dans mon pattern à moi. J'ai l'occasion cette année de partir à zéro. On a des joueurs présentement qui sont ici. On attend encore, on est en quelques négociations avec d'autres joueurs de l'extérieur encore également qui peuvent causer beaucoup de surprises, mais ça, je ne peux pas en dire trop parce que là, on ne veut pas dénicher notre plan pour tout de suite, mais on va être une équipe très compétitive encore cette année. Et là, justement, vous avez perdu des éléments clés qui jouent des rôles importants. Je pense à des gars comme Michael Givens, à Cédric Lachapelle, à Samuel Coron. Comment on remplace des gars comme ça dans son alignement? Bien, en connaissant ces gars-là, on sait à quoi s'attendre. Il ne faut pas aller en bas de ça. Je pense qu'on a été capable d'être égal à ça présentement avec les joueurs qu'on a invités et les joueurs de l'extérieur qui sont là. Et sinon, tant mieux s'ils deviennent meilleurs. Écoute, c'est juste l'équipe qui va en profiter, là. Et est-ce qu'il y a des joueurs qui étaient là l'an passé que tu vas prendre un rôle plus important cette saison, voire avoir plus de temps de glace?
Oui, ouais, effectivement. On prend un exemple comme Guimont, les Paquins, les Bureliers. Comme Burelier s'est entraîné beaucoup cet été, tu vois déjà une différence avec sa qualité de temps de glace qu'il donne présentement. Là, ce soir, on va voir plus Beaulieu-Guimont, que je m'attends à ce qu'il en donne beaucoup. Au pré-camp, il avait déjà amélioré son aspect de jeu, malgré que il ne touche pas à de glace. Mais bien content, puis je pense que Paquin aussi, là, il n'est pas là en fin de semaine, mais je pense que Paquin va lever d'un cran également. Et est-ce que, selon toi, est-ce que le choix du nouveau capitaine est déjà fait? Et si oui, est-ce qu'on peut savoir... Non, le choix de capitaine, non, il n'est pas fait. Même les assistants, tout recommence en eux cette année. Écoute, là, je lui donne la chance de voir c'est qui le leader dans la gang. Puis on va prendre une décision quand même assez rapidement, là. Il n'y a pas de trouble avec ça. Merci Alain, très bon camp avec les Pirates. Merci. Ne manquez pas le prochain match à domicile des Pirates de Ville-Marie ce samedi 15 septembre contre les Civics de New-Tecumseh. Aussi, l'équipe des fermes boréales du Témiscamingue, en collaboration avec les Pirates de Ville-Marie, vous invite à participer au défi boréal afin d'amasser des fonds pour le regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue. Vous êtes donc invité à vous inscrire au circuit de 42, 21, 10, 5 ou 2 km. Courez, marchez ou roulez afin d'obtenir de l'argent pour la banque alimentaire et les paniers de Noël du Témiscamingue. Le 15 septembre, le défi partira de Fugerville et passera devant le site des fermes boréales pour se terminer dans le stationnement de l'aréna Frère Arthur Bergeron de Ville-Marie. Tous les détails se retrouvent sur la page Facebook des Pirates de Ville-Marie. Autre sujet maintenant, la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Témiscamingue du mois d'août s'est tenue le 21 août dernier. Le projet mobile AT a été mis sur la sellette et la loi sur la neutralité religieuse de l'État, de même que la légalisation prochaine du cannabis, ont été des dossiers discutés lors de cette réunion. Suite à l'annonce d'un financement de 10,2 millions de dollars accordé au projet mobile AT permettant l'amélioration de la desserte cellulaire dans la région, une tournée des MRC aura lieu prochainement afin de présenter aux élus le projet final du GIRAT intégrant les modifications demandées. Rappelons que la MRC de Témiscamingue avait réclamé l'ajout d'une tour pour la municipalité de Moffett, de même qu'une meilleure desserte pour le secteur La Force-Wenowee. Les travaux de ce grand chantier débuteront dès le 29 septembre et s'échelonneront sur une période de 3 ans. En vue des nouvelles dispositions de la loi sur la neutralité religieuse de l'État, les élus ont entériné une résolution désignant Mme Christelle Rivet, directrice des ressources humaines, financières et matérielles à la MRCT, à titre de répondante en matière d'accommodement. Mme Rivet aura comme fonction de conseiller le conseil de la MRC ainsi que les membres du personnel en matière d'accommodement pour un motif religieux, soit par la formulation de recommandations ou d'avis dans le cadre du traitement des demandes reçues. L'application de cette loi touche la MRC de Témiscamingue, mais aussi toutes les municipalités qui devront procéder à la nomination d'un répondant en matière d'accommodement. La légalisation du cannabis entrera en vigueur le 17 octobre prochain. Un document d'information sur le sujet rédigé par un comité de travail formé de directeurs généraux témiscamiens a été remis aux élus. Ce document vise à recommander des mesures d'encadrement avec la venue de cette nouvelle loi sur notre territoire. Cette initiative des directeurs généraux permettra à chacun des conseils municipaux d'amorcer les discussions quant à la légalisation prochaine du cannabis. En lien avec la vente pour taxe qu'effectue chaque année la MRC de Témiscamingue, les élus prévoient une modification au règlement qui stipule que cette vente aura maintenant lieu en mai plutôt qu'au mois de mars. Aussi, les élus ont été informés que le prochain grand rassemblement du milieu municipal qui porte le nom de GAM se tiendra le 24 novembre prochain et portera sur la mise en valeur, l'attraction et la rétention de nouvelles populations. M. Denis Marion, maire de Massuville et porte-parole pour la démarche « Prendre soin de notre monde », sera le conférencier de cette journée d'échange. Notez en terminant sur ce sujet que les élus ont choisi de reporter la séance du Conseil prévue le 19 septembre au mercredi 26 septembre, étant donné le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, qui se tiendra à Montréal au même moment et auquel plusieurs élus de la MRC participeront. La communauté algonquine de la Témiscamingue First Nation a un nouveau projet pour diversifier son économie. Selon les informations recueillies par Tania Neveu de ICI Radio-Canada, Témiscamingue First Nation aimerait développer la vente des produits comestibles de la forêt, qu'on appelle les produits forestiers non ligneux, les PFNL. Le projet The Wild Basket, le panier sauvage, est toujours en stade expérimental. Il permettrait de commercialiser une douzaine de produits cueillis et transformés par les membres de la communauté.
Située en territoire Anishinaabe, la forêt du nord du Témiscamingue offre une grande diversité d'espèces, notamment des champignons ou encore du thé du Labrador. La coordonnatrice du projet, Tara Dantouze, travaille à sa concrétisation depuis plus de 4 ans. Cependant, l'idée originale revient à Danny Bisson. Il agit à titre de conseiller en ressources naturelles et gestion du territoire auprès de quelques communautés algonquines de l'Abitibi-Témiscamingue. Le projet The Wild Basket à but non lucratif pour l'instant a pour objectif de diversifier l'économie et de créer de l'emploi. Mais pour les membres de la communauté de 540 résidents, le projet se veut aussi une façon de renouer avec la culture Anishinaabe. Les responsables du projet The Wild Basket souhaitent pouvoir vendre leurs produits en 2019, non seulement dans la communauté, mais aussi à des restaurateurs de l'Ontario et du Québec qui souhaitent mettre en valeur les produits du terroir. D'ailleurs, certains restaurants ont déjà manifesté leur intérêt à cet effet. C'est le 5 septembre dernier que la municipalité de Béarn a rendu hommage posthume à Mme Rachel R. Perron, née Rochelot, première femme élue au conseil municipal. C'était en 1976. C'est en présence des membres de sa famille, d'anciens collègues et de la population qu'elle a représenté pendant 6 ans que le maire Luc Lalonde, au nom des membres du conseil municipal, a inauguré la salle de réunion du conseil qui désormais porte le nom de salle Rachel R. Perron. Le conseil municipal de Béarn a profité de cet événement pour souligner l'implication en politique municipale des 16 femmes qui ont suivi les traces de cette pionnière qu'a été Mme Rachel R. Perron. La pièce de théâtre présentée par l'entreprise Fromage au village de Lorrainville a attiré des centaines de personnes cet été. Écrite et mise en scène par le copropriétaire de la fromagerie, Christian Barrette, la pièce « Les mercredis, c'est la comédie à la fromagerie » a été vue par plus de 900 personnes. Tel que décrit par la journaliste Tania Neveu de Ici Radio-Canada, le monologue d'une vingtaine de minutes était récité par la copropriétaire de l'entreprise, Hélène Lessard. Dans le rôle d'une grand-mère en 1939, elle cherchait un prétendant pour sa petite-fille Béatrice. Plusieurs familles de Lorrainville y sont passées, les McFadden, les Roy, les Boutin. Christian Barrette a eu l'idée d'écrire cette pièce avec des faits vécus lorsqu'il a travaillé pour le 100e anniversaire de Lorrainville. Il y a eu en tout 11 représentations gratuites, parfois 2 dans la même journée, puisque les spectateurs étaient trop nombreux dans le petit garage aménagé spécialement pour les présentations. Les propriétaires de l'entreprise ont été surpris du succès qu'a connu la pièce. Ils ne savent pas encore si la pièce sera de retour l'été prochain. C'est donc à suivre. Le 6 septembre dernier avait lieu une rencontre privée entre les candidats de la circonscription Rouyn-Noranda-Témiscamingue et les membres du conseil de la MRCT. 4 candidats ont répondu à l'invitation, soit Jérémy Bélanger de la Coalition Avenir Québec, Luc Blanchette du Parti libéral, Émilise Lessard-Terrien de Québec solidaire et Gilles Chapado du Parti québécois. En période électorale, les élus de la MRC de Témiscamingue sont grandement sollicités par les différents partis politiques. Ainsi, lors de chaque campagne, que ce soit au palier provincial ou fédéral, la MRC se fait un devoir de convier les candidats afin de leur faire part des enjeux du territoire. Par voie de communiqué, la préfète de la MRC, Claire Bolduc, a indiqué que l'exercice a pour but de s'assurer que les candidats présents soient bien au fait des besoins de notre territoire et des grands enjeux sur lesquels nous travaillons et pour lesquels nous souhaitons que des efforts soient déployés au cours des prochaines années. Elle a précisé qu'ils n'étaient pas réunis pour entendre les discours politiques des candidats, mais bien pour qu'eux les écoutent attentivement. Ainsi, de dire Mme Bolduc, peu importe l'issue du scrutin, la MRC aura transmis clairement ses attentes et sera prête à travailler avec le ou la représentante en place. La rencontre a porté sur 3 grands enjeux, le développement de la filière hydroélectrique communautaire, la décentralisation et la modulation, de même que les services de proximité et de santé. C'est par la mise en place du projet Onimiki que se fera le développement de la filière hydroélectrique communautaire en partenariat avec les communautés de Kebaouek et de Wolf Lake. Ce projet permettrait tant aux communautés autochtones qu'à la MRC de bénéficier de leviers concrets pour soutenir le développement grâce aux redevances générées. La MRC souhaite donc un engagement politique clair dans ce dossier afin de concrétiser Onimiki. Au niveau de la décentralisation, la MRC souhaite le transfert des pouvoirs du gouvernement vers le milieu municipal en disposant des revenus autonomes lui permettant d'assurer pleinement ses responsabilités et en modulant les cadres préétablis en fonction des réalités de nos territoires.
Quant aux services de proximité et de santé, ils assurent une occupation dynamique de notre territoire. La MRC constate la perte de ces services dans nos milieux vers une centralisation accélérée au cours des dernières années et maintient que ces citoyens, qu'importe leur lieu de résidence, doivent avoir accès à des services de base. En conclusion, à la soirée, Mme Bolduc a indiqué que la rencontre a été riche en échanges et elle a permis aux élus d'exposer les enjeux importants pour leur communauté. Elle est d'avis que les enjeux partagés avec les candidats ont été bien compris et que des gestes concrets seront posés à la suite des élections. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, annonçait à la fin du mois d'août dernier que la Société québécoise des infrastructures, la SQI, amorcera dès les premières semaines de septembre les travaux de la première phase du projet d'agrandissement et de réaménagement de l'hôpital de Ville-Marie. La première phase du projet comprend entre autres l'installation d'une chaufferie temporaire, la relocalisation du transformateur électrique et du réservoir de propane existant, ainsi que la mise en place de pieux structuraux pour l'agrandissement projeté. Ces travaux préparatoires devraient être terminés à l'été 2019. La collaboration du public est d'ailleurs sollicitée. La réalisation de ce projet d'envergure entraînera des inconvénients, notamment au chapitre des espaces de stationnement et du bruit. Les accès aux bâtiments seront également affectés à certaines périodes. Des mesures temporaires seront mises en place afin de minimiser les impacts sur les usagers, les membres du personnel ainsi que les médecins de l'hôpital de Ville-Marie. Ces mesures seront communiquées au public concerné au moment opportun. Rappelons que les travaux d'agrandissement et de réaménagement de l'hôpital de Ville-Marie, d'une portée globale de 4 655 mètres carrés, se dérouleront sur 3 niveaux et toucheront plusieurs secteurs, soit l'urgence, le bloc opératoire, la clinique d'oncologie, les laboratoires et les consultations externes. La Société d'État Recycle Québec a lancé tout récemment une application mobile afin d'accompagner les citoyens dans le tri de leurs matières résiduelles, que ce soit des matières recyclables comme le papier, carton, verre, plastique et métal, des matières compostables, des résidus domestiques dangereux ou des produits de tout genre, bois, pneus, appareils électroniques et électriques, etc. En fait, c'est plus de 800 produits de consommation qui sont répertoriés dans l'application « Ça va où ». Les citoyens pourront ainsi poser les bons gestes dans le domaine du tri et de la récupération. En fait, l'application leur permettra de savoir quoi faire avec chacun des items, où et comment en disposer, consulter directement les coordonnées des différents points de dépôt et le reste. L'application Ça va où peut être téléchargée gratuitement sur les téléphones intelligents et une version est aussi disponible via Internet sur le site de Recycle Québec. Pour obtenir davantage d'informations sur la gestion des matières résiduelles, la MRC vous invite à consulter les divers documents disponibles sur son site Internet. C'est au www.mrctémiscamingue.org sous l'onglet « Collecte sélective et environnement ». Afin de souligner le dynamisme et la créativité des acteurs de l'éducation, l'Association des commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue, l'ACSAT, décernera encore cette année 5 prix coup de cœur lors de son gala d'excellence qui se tiendra le 14 septembre à Ville-Marie. La remise de ces prix de reconnaissance, un prix coup de cœur par commission scolaire, vise à honorer des projets qui se démarquent soit par leur innovation pédagogique, leur soutien à la persévérance scolaire, l'amélioration des pratiques professionnelles, la collaboration avec ses collègues, la participation des élèves ou encore par la mobilisation des parents et des partenaires. Les 5 projets lauréats sont éligibles pour remporter le prix d'excellence ACSAT 2018 qui sera dévoilé lors du gala. Parmi les 5 prix coup de cœur, notons le projet Écriture zéro faute de l'École Marcel Raymond. Afin de permettre aux élèves de 5e secondaire ayant de la difficulté à bien orthographier grammaticalement leur texte, l'école a mis en place des séances d'aide entre élèves, soit un aidant avec un aidé. Chaque séance se devait de respecter différents principes, tels que d'appliquer la stratégie Écriture zéro faute dans son intégralité, de respecter les 8 rencontres de 30 minutes en raison de 2 fois par semaine, de créer de bons jumelages aidant-aidé et de s'assurer de la supervision et de la correction par l'enseignant pendant les rencontres. Le comité du prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue lance son édition 2019 et cette année, c'est la poésie qui est à l'honneur. Pour participer, vous devez rédiger en français un recueil de poèmes titré et composé de 49 haïkus classiques, le tout divisé en 7 thèmes contenant chacun 7 haïkus. Le haïkus, qu'est-ce que c'est? C'est une forme poétique très codifiée d'origine japonaise. Il s'agit d'un petit poème extrêmement bref visant à dire et célébrer l'évanescence des choses. Le haïkus est calligraphié traditionnellement sur une seule ligne verticale au Japon ou sur 3 lignes dans son adaptation francophone.
Cette forme de poésie n'est connue en Occident que depuis le tout début du 20e siècle. 4 thèmes obligatoires auront pour titre printemps, été, automne, hiver, et les 3 autres thèmes sont laissés au choix du participant et devront porter un titre pertinent. Le concours est ouvert à tous les écrivains de 18 ans et plus domiciliés en Abitibi-Témiscamingue, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Et si vous désirez plus de renseignements ou sur les règles du concours, nous vous invitons à consulter la page web prixlittéraire-at.ca. La date limite pour participer est le 8 mars 2019 et il y a un prix de 1 500 $, la bourse des libraires qui sera attribuée à la personne ayant produit un recueil méritoire selon l'évaluation des membres du jury. Et avec la permission de l'auteur, quelques textes du recueil primé pourront être publiés sur le site du concours du prix littéraire de l'Abitibi-Témiscamingue. Aussi, sachez que sur recommandation des membres du jury, Télé-Québec s'engage à offrir un 2e prix, une bourse de 500 $ appelée Mention Télé-Québec. Les résultats du concours seront dévoilés le samedi 25 mai 2019 lors de la cérémonie de remise du prix dans le cadre du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue, dont l'édition 2019 se tiendra à Amos du 23 au 26 mai prochain. Tel qu'indiqué par la journaliste Dominique Roy dans un récent article du journal Le Reflet, 2 hockeyeurs témiscamiens se retrouveront en Europe pour la prochaine saison. Encore cette année, Sacha Guimond fait partie de l'alignement des Sharks d'Innsbruck en Autriche. 54 matchs sont inscrits au calendrier de son équipe. Sacha Guimond indique que le niveau du jeu est élevé dans cette ligue et qui compte 12 équipes en raison du nombre de joueurs étrangers permis. En effet, près de 75 % des joueurs des Sharks viennent de l'extérieur, soit 8 Canadiens, 3 Américains et 2 joueurs de la République tchèque. Sacha Guimond semble positif pour la saison 2018-2019, précisant que son entraîneur lui fait beaucoup confiance et il espère avoir une grosse saison dans les 2 sens de la patinoire, c'est-à-dire offensif et défensif. Aussi, l'ex-capitaine des Pirates de Ville-Marie, Cédric Lachapelle, entame une toute nouvelle aventure en sol européen. Ce sont ses contacts au sein des Pirates qui lui ont permis de signer avec les Renards de Roanne en France. Pour cette saison de hockey, sous le signe de la nouveauté, le mandat de Cédric semble clair, soit celui de bien relancer l'attaque et d'être fiable défensivement. 18 matchs sont au calendrier de ce club rouennais composé majoritairement de Français et de 6 joueurs étrangers, soit 3 Canadiens, 1 Lettonnais et 2 Tchèques. Le 6AT CLSC Ville-Marie vous invite à participer au groupe de l'autogestion de l'anxiété. Ce programme est d'une durée de 10 semaines à raison d'1 soir par semaine et il permet à toute personne qui éprouve des difficultés avec le stress et l'anxiété de garnir sa boîte à outils en expérimentant plutôt différentes techniques et en échangeant avec les professionnels et les participants du groupe. La période d'inscription se termine le 21 septembre et pour vous inscrire, vous communiquez avec Christine Meunier au 819-629-2420, le poste 4225. En terminant, il reste encore quelques places de disponibles pour le club de recherche d'emploi qui débutera en fin septembre à Ville-Marie et qui s'adresse aux personnes de 50 ans et plus. Cette formation de groupe a pour objectif de soutenir des chercheurs d'emploi vivant des préoccupations semblables et de les outiller dans leur recherche d'emploi et ce, sur une période pouvant aller jusqu'à 8 semaines. Voici quelques ateliers proposés, CV, lettres de présentation, visite d'entreprise, stage, perfectionnement en informatique. Il s'agit d'une activité gratuite et une inscription est requise car les places sont limitées. Suite à l'évaluation de la situation et du revenu des participants, un soutien financier pourrait être disponible. Pour inscription ou encore pour de l'information, vous contactez Denise Lavallée à Vision Travail. C'est au 819-629-2743. Et voilà ce qui conclut le bulletin Infotémis pour cette semaine. Ne manquez pas les entrevues Portraits de candidats en compagnie de l'animatrice intervieweuse Annie Larivière. Nous vous présentons cette émission dans quelques minutes. Voyez les détails d'ailleurs sur notre page Facebook pour l'horaire de diffusion. Merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques.
La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.